Hello la team, je suis ravie de vous accueillir pour ce déjà 10e épisode de podcast. Moi c'est Alice et depuis février, je suis partie sur les routes découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes et de nouveaux endroits. Et je vous partage le tout via ce podcast. Alors je vous ai déjà emmené avec moi à travers différentes villes d'Europe, à travers la Turquie, la Géorgie, l'Arménie. Le dernier épisode était le fameux épisode hors série qui avait pour but de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur mon voyage. Aujourd'hui, on reprend la route là où on s'était quitté et on part explorer la Turquie une dernière fois ensemble. C'est le 3e et dernier épisode sur la Turquie, un pays immense et immensément intéressant. Il méritait bien plus d'un épisode. Et petite nouveauté, vous entendrez régulièrement une nouvelle voix, celle d'Alexane, qui m'a rejoint sur mon voyage. Nous nous sommes retrouvés début mai pour 2 mois de voyage ensemble. La ville de nos retrouvailles a été Istanbul, où Alexane a débarqué des Potrons-Minay en bus. Je la vois. Elle n'a pas pris son temps sur la route comme j'avais pu le faire et a pu rallier Istanbul en seulement 3 nuits. Paris-Vienne, Vienne-Bucarest et Bucarest-Istanbul pour la 3e nuit. 3 nuits et 2 capitales visitées, un bel avantage du voyage bas carbone. Regarde qui est là pour t'accueillir. Coucou. Coucou Fabou. Fabrice, c'est le doux nom qu'Alex a choisi pour mon enregistreur et nous étions enfin réunis tous les 3. L'arrivée d'Alex représente un tournant dans mon voyage, la fin de mon voyage solo et le début d'une aventure à 2. Après avoir été pendant quasi 3 mois toute seule, je suis pas mécontente d'avoir quelqu'un avec qui tout partager. La suite ne m'a pas fait changer d'avis, les 2 mois que nous avons passés ensemble ont été extraordinaires, mais ça, vous le verrez par vous-même. Revenons à son arrivée. J'ai envie de lui faire découvrir les us et coutumes du pays, alors la première chose qu'on fait ensemble, c'est d'aller boire un chai, le premier d'une longue liste de chai bu. Et après, on file à la découverte d'Istanbul pour quelques jours. On logeait dans un quartier branché de la ville, Bebek, et il se trouve que quand j'avais 2 ans, avec ma famille, nous avons habité pendant 1 an dans ce même quartier. Je me suis donc mis en tête de retrouver l'immeuble où nous avions habité. Nous étions à la recherche de ton ancienne appartement et on a dû appeler ton père. Oui, exactement, on a dû appeler mon père Parce qu'on pour qu'il trouvait nous pas. guide. Ouais, ça c'est vrai. Et on a trouvé. Après avoir passé, je pense, 5 bonnes minutes devant le bâtiment à prendre des photos et à être un peu bizarre. On est rentré en contact avec des gens qui étaient au balcon. Et du coup, donc des anciens voisins qui nous ont dit ah, mais est-ce que vous voulez pas venir visiter le bâtiment? Et on était en mode ok, et en fait à la fin ils nous ont carrément invités, on a bu le vin. Boire du vin, voilà. Voilà, En bonne française que nous sommes, on a accepté. On a accepté, et donc là on est un petit peu poupette. On a donc retrouvé cet immeuble, dont je n'avais au passage aucun souvenir, mais l'invitation chez les voisins était magique. Quoi de mieux pour le premier jour d'Alexane en Turquie? Ah ça va, mais c'est vrai que quand même il tapait le vin rouge. On a dédié chaque journée à des quartiers différents d'Istanbul. On a donc bien sûr passé une journée dans le centre-ville touristique, celui notamment du Grand Bazar. Veux-tu acheter de l'or, Bon, Alexandre? non, très peu. Bah viens, on va par là. C'est joli là. Ouais. Waouh. Alors si, marrant, mais j'ai appris que par exemple quand tu es invité à un mariage ou un truc comme ça, et bah tu ramènes de l'or généralement. D'accord. Du coup sous forme de bracelet, des trucs comme ça. Et Tu alors, ramènes pas ton lingot. non. Et par contre ce qui est assez bizarre, Pour continuer l'anecdote sur l'or que les gens s'offrent au mariage, ça va assez loin, car ce que chaque personne apporte est consigné scrupuleusement par les mariés, et quand ils sont invités en mariage retour, ils apportent au moins la même quantité d'or, en se référant à ce qu'ils avaient apporté à leur mariage. Qui dit Turquie dit mosquée.
C'est vraiment un highlight pour moi des pays musulmans. J'adore rentrer dans des mosquées. Déjà, le fait de devoir retirer ses chaussures, j'adore, c'est hyper agréable d'être en chaussettes sur la moquette. Comme la prière se fait à même le sol, en fait, il n'y a rien dans la mosquée, c'est un grand espace vide sous une immense coupole. Plusieurs fois, je suis allée me réfugier dans une mosquée pour me reposer et pour m'allonger un petit peu. Et autre détail pratique, comme les musulmans font leurs ablutions avant d'aller prier, c'est-à-dire qu'ils se nettoient le visage, les pieds, les mains, etc., il y a toujours de l'eau potable à côté d'une mosquée. Et à Istanbul, on a assisté par hasard à la prière. C'était la première fois que je voyais ça et c'était assez impressionnant. Ils s'agenouillent et se relèvent exactement en même temps au rythme du chant et ça dure assez longtemps. Ils étaient serrés les uns aux autres à l'avant de la mosquée et, comme d'habitude, les femmes étaient serrées dans un autre endroit sans même pouvoir voir l'imam. On a fait une excursion à la journée sur l'une des îles aux Princes, reliée au continent par ferry. À Istanbul, le ferry est un moyen de transport public au même titre que le métro ou le bus et donc pas cher du tout. La randonnée sur l'île était très chouette et ça m'a fait bien plaisir de retrouver de la verdure. Réveil matinal, 1h30 de ferry, on voit quelques dauphins sur la route et on arrive sur l'île. On y a fait une belle randonnée et un superbe arrêt de pique-nique toute seule sur une petite plage de galets. Le lendemain, j'étais ravie de faire découvrir à Alexane une spécialité turque nommée le çiğ köfte. Alors Alexane, tu as goûté ton premier çiğ köfte ce midi. Oui. Qu'en as-tu pensé? C'était hyper bon. C'est quoi? Alors c'est à base de boulgour, d'épices, de tomates, d'oignons et de la sauce garlic. C'était incroyable. Par contre, ça pique un peu. Sur le long terme, à manger là, à la fin, je sentais plus trop ma bouche, mais sinon, c'était excellent. Ça se présente sous forme de wrap, dont tu peux choisir le poids de çiğ köfte à mettre dedans, agrémenté de sauce à l'ail et de sauce pomme grenade. On trouve facilement à travers le pays ces restaurateurs qui ont uniquement les çiğ köfte sur leur menu. Et le mieux, c'est de prendre un petit ayran avec, une boisson faite à base de yaourt, délayé et salé. Rien que d'en parler, ça me met l'eau à la bouche tellement c'est bon. Je sais pas si on entend. C'était le téléphone turc. Il y a un peu partout des cabines téléphoniques dans la ville. Je les trouve assez pittoresques car à part rappeler un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je ne pense pas qu'elles servent à grand chose. Révisons les petits mots de turc que tu as appris jusque-là. On avait bonjour. Merhaba. Ouais. Merci. Teşekkürler. Evet. Ah merde. Du coup j'ai déjà répondu du prochain. Non mais ça je le sais. Ouais, ok. Oui. Evet. Et non. Ah là là, le doute. Ah, putain, j'y arrive pas avec celui-là, c'est fou. Pourtant il est tout petit en plus. Oui, il est tout petit. C'est pas un yak. C'est un Yok. yok. Et au revoir. Gele gele. Oui, il est trop bien lui. Gule gule. Gele gele. On allait voir le coucher de soleil de l'autre côté du Bosphore par rapport à là où on habitait, donc côté asiatique. L'ambiance était là, un petit groupe de jeunes dansait au rythme de leur musique. Ça danse sur le Bosphore. Au coucher de soleil. C'était principalement des hommes qui faisaient leur danse traditionnelle, donc ils se tiennent par la main, font les mêmes pas de danse et le premier et le dernier de la file ont une sorte de mouchoir à la main et donnent le ton. Et avant de partir, avec Alexane, on se fait un petit récap des choses qui nous ont marqués à Istanbul. Ouais, j'ai bien aimé rentrer dans une mosquée un peu pour la première fois, de voir à quel point c'était calme et agréable. Ouais, c'est vrai que ça donne vraiment envie de se poser. Bah la nourriture en vrai. Hein. T'as kiffé. Les toasts, hein, c'est bon. Les toasts, les petits toasts. C'est vrai qu'il y a des vendeurs de toasts partout.
Les Simites, au final, tu vois, après en avoir goûté un vraiment bon, un peu déçu de ceux qu'on te vend à, comme ça, dans la rue là. C'est vrai, ils sont vraiment moins bons. Ouais. Le simite, c'est un petit pain en forme de couronne parsemé de graines de sésame. On peut en trouver absolument partout, mais tous ne se valent pas. Et quand on tombe sur un bon, les autres paraissent tout de suite beaucoup plus fades. Nous avons passé quelques jours dans cette ville vibrante, immense, à l'histoire très riche. De toutes les villes qu'on a visitées en Turquie, c'est Istanbul qu'Alexandre a préféré. C'est vrai que la ville est complètement folle, elle est magnifique et il y a beaucoup à faire et à voir. Mais pour moi, c'est trop grand, il y a trop de monde. 20 millions d'habitants quand même. Et s'y déplacer peut être un vrai calvaire, ce qui pour moi est un vrai tue-l'amour. On attend le métro pour aller à la gare pour prendre le train. Et quitter Istanbul. On a ensuite sauté dans un train pour découvrir une nouvelle ville. Dear passengers, we are about to come Eskişehir station. Our train. Et nous voilà à Eskişehir, une magnifique petite ville. Bien que son nom en turc se traduise littéralement par vieille ville, Eskişehir est une ville à l'ambiance plutôt jeune et universitaire et en effet il y a beaucoup d'étudiants et de bars. Pour la première fois avec Alex, on a fait un couchsurfing pour se loger dans la ville. On est accueillis par Yunus qui a la particularité d'avoir chez lui une perruche avec laquelle il a tissé une relation de grande proximité, c'était assez marrant à voir. Il lui a appris quelques mots, mais malheureusement, j'ai pas réussi à les enregistrer. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Chico, neymiş bu? Aa, saç sen seviyorsun Chico. Bon, si enregistrer la perruche n'a pas été couronné de succès, j'ai réussi à enregistrer un autre son après l'avoir longuement traqué. Il s'agit de la Kalabak Susang. Su, en turc, ça signifie l'eau et Kalabak est le nom d'une source. Cette petite musique, c'est celle faite par le camion qui transporte des bidons d'eau et il lance sa petite chanson pour annoncer son arrivée. Si vous avez besoin d'eau, vous descendez et pouvez directement acheter en bas de chez vous l'eau de cette source. Le camion va assez lentement et fait toutes les rues du quartier en s'annonçant avec cette musique très reconnaissable. L'air m'est resté dans la tête pendant tout mon séjour à Eskişehir et même après. La ville était vraiment sympa, avec un canal qui la traverse, enjambé par plusieurs jolis ponts dorés, on peut même faire un tour en gondole sur le canal. À l'ouest de la ville, il y a un grand parc avec un château ressemblant à celui de Disney, avec plein de tours dont chacune est la copie de tours d'un peu partout en Turquie, comme par exemple la fameuse Galata Tower d'Istanbul ou une tour que j'avais pu voir à Mardin. J'ai trouvé l'idée incroyable et franchement sa réalisation était très réussie. Et pour notre dernière soirée à Eskişehir, nous sommes allés dans un bar écouter un groupe de musique live. La musique était sympa et l'ambiance surtout était très festive. Principalement des jeunes qui chantaient à gorge déployée avec le chanteur, c'était vraiment génial d'être parmi eux. Ce groupe a même fait la seule chanson turque que je connaissais pour mon plus grand plaisir. La chanson est celle de Tarkan, un artiste emblématique de la pop turque. Il est surnommé le prince du Bosphore et il est connu pour avoir fusionné la pop occidentale avec de la musique traditionnelle turque. En termes d'impact culturel en Turquie, on peut carrément le comparer à Elvis Presley pour vous dire à quel point il y est important. Le jour de notre départ, on a eu la chance d'assister à un mariage dans la rue juste en face de l'appartement de Yunus. Tout a commencé par 2 musiciens dans la rue.
beaucoup de personnes bien habillées sont arrivées et on a compris qu'un mariage se préparait. Il s'agissait du moment où la mariée quitte l'appartement familial pour rejoindre son futur mari. Les larmes de tristesse de quitter son ancienne vie et sa famille sont rapidement balayées par la joie du mariage et tout le monde s'est mis à danser dans la rue autour des futurs mariés. Leur tenue était très ressemblante à celle qu'on a chez nous, elle en blanc et lui en costume, avec le détail que la future mariée porte un ruban rouge autour de la taille, qui symbolise sa virginité et le passage de sa vie de jeune fille à sa vie de femme. La cérémonie du départ de la mariée s'appelle le Gelin Alma, qui signifie littéralement « prendre la mariée ». Après avoir eu la chance d'observer cette cérémonie depuis la fenêtre, nous avons à nouveau sauté dans un train en direction cette fois de la capitale. Eskişehir était vraiment une belle découverte, ville qui est d'ailleurs considérée comme l'une des plus agréables à vivre en Turquie, et je confirme c'était vraiment très agréable et surtout très différent de ce qu'on trouve dans le reste de la Turquie, et on y sent notamment beaucoup moins l'influence de la religion. Nous débarquons donc à Ankara où on a fait à nouveau un couchsurfing. Nous avons été accueillis par Emra qui nous avait réservé le meilleur des accueils. On a pu profiter de son appartement le matin, se faire un petit déjeuner royal avec tout ce qu'il nous avait laissé avant d'aller arpenter les rues de la ville. Si vous vous souvenez bien, j'étais déjà passée par Ankara. Pour cette nouvelle venue, j'étais en bonne compagnie et surtout avec une météo bien différente. Quel bonheur de découvrir la ville sous le soleil. Donc là, on est à l'arrière d'une poissonnerie. Dans un marché couvert. On s'est fait offrir le chai et petite banane. Et le mec, il est revenu après avec des bananes pour nous. Il nous offre Voilà. des bananes. On est en train de boire un thé brûlant derrière. Et ça sent un peu le poisson. Ça sent grave la poiscaille. Il y a le mec devant nous Qui est en train de découper le poisson. Aïe aïe aïe. On ne perd pas les bonnes habitudes, ici c'est chai sur chai. Et le soir, on est allé boire un verre avec Yilmaz, mon hôte couchsurfing, la première fois que j'étais venue à Ankara. J'étais trop contente de le revoir et de pouvoir échanger avec lui. Il connaît tellement de choses sur le pays. Salut. Ça How va are you? Oui, ça va. Finalement, enchanté. Alexa, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Enchanté. Tu parles l'anglais, le turc? Non. Je parle pas le français. Non, arrête. Merci. Non. Tu parles très bien Non, français. je parle pas très bien. Bon, on va faire un mélange. Anglais. Oui, On peut faire, comment dire, franglais? voilà, Ok. franglais. Ouais. Vas-y. Si nous sommes venus à Ankara, c'est surtout car c'était le point de départ pour notre excursion dans les Cappadoces. Ce nom doit sûrement vous dire quelque chose. C'est une région absolument magique au centre du pays, avec des formations géologiques uniques. Pour pouvoir tout explorer à notre guise, on a loué une voiture à Ankara et on a pris la route jusqu'à la région en question. En route, Simone. C'est parti. Sur la route, avant d'arriver dans les Cappadoces, on s'est arrêté marcher sur un lac de sel. En été, il s'assèche presque complètement, laissant place à une croûte de sel blanc qui craque sous nos pas. C'est en fait une réserve naturelle protégée qui abrite notamment des colonies de flamants roses. Et dernier fun fact, ce lac produit 60% du sel consommé en Turquie. Et après ça, on est reparti pour arriver dans les Cappadoces. On y est arrivé par le sud et la première visite qu'on a faite est celle de Derinkuyu, un village souterrain monumental. C'est organisé comme un labyrinthe vertical où il y avait tout. Écurie, cave, cuisine, école, église, avec un système d'aération bien sûr et un puits d'eau potable de plus de 50 mètres de profondeur. C'est incroyable à voir et de constater l'intelligence qu'il faut pour construire tout ça. Bon, il y a juste une petite partie qu'on peut visiter, mais ça nous a déjà pris pas loin d'une heure. Et on peut se balader. Il y avait apparemment jusqu'à 20 000 personnes qui habitaient là. Et c'est notamment des chrétiens qui habitaient là pour se cacher lorsqu'ils étaient persécutés. Et du coup, ils se sont construits toute une ville souterraine, ça va jusqu'à 8 étages sous terre. Et on peut se balader comme ça, et en fait c'est fou parce qu'il y a plein d'endroits où il faut être très très bas sur ses appuis. On reprend ensuite la route, et après avoir vu un loup sur la route qui trimballait sa proie, on s'arrête au hasard pour regarder le paysage. Aïe aïe aïe, et bah voilà,
vraiment on vit des trucs de ouf depuis qu'on arrive en Cappadoce. On voit un lion. On Ouais, voit- des tigres. on voit- Il y a des tigres partout. on voit un loup et ensuite un peu plus tard on s'est arrêté parce qu'il y avait un beau Joli spot. point de vue, un joli spot. On pose la voiture, on y va. Après un peu au loin on voit qu'il y a des trucs taillés dans la roche. On y va, on tombe sur une église. On continue, on passe derrière et là c'était vraiment zinzin. On tombe sur une autre église qui était encore plus stylée. Et on tombe sur un mec qui est en train de restaurer une habitation là. Donc il a mis porte, fenêtre, etc. Et à l'intérieur c'est tout bien agencé. Et genre il nous a invités à prendre le café. C'était fou. Du coup on s'est retrouvés à prendre le café avec un mec dans une cave. Avec deux mecs. Avec deux mecs Dans une cave. dans Ça fait une bizarre cave. de dire ça. Vraiment, on s'est retrouvés à boire le café avec deux mecs dans une cave. Alors, C'était ça exactement fait pas tant cave que ça. Mais Oui, non. Et c'était trop stylé. Non mais Alexandre regarde là. c'est trop beau. C'est zinzin, c'est beau. Voilà, je vais être une Tu vois, là, ouf ça me pendant 3 dérange jours. pas que ce soit limité à 5. Le lendemain, on a vraiment commencé notre visite des Cappadoces. Et là, l'émerveillement a commencé. Et donc là, c'est Alexandre qui s'amuse à taper des mains, ça fait de l'écho. On est dans un musée, dans les Cappadoces, c'est un ancien village, creusé à même la roche. Et on peut se balader comme ça, découvrir des petits spots. C'est excellent, franchement, c'est incroyable. Il y a des millions d'années, des éruptions volcaniques ont recouvert la région de Tuf, une roche volcanique tendre, et depuis, le vent et la pluie ont sculpté ces formations en d'étranges colonnes qu'on appelle des cheminées de fées. S'y balader est juste incroyable. Petite randonnée dans la vallée rose et la vallée rouge de la Cappadoce. C'est trop beau, franchement, les formations géologiques sont hyper impressionnantes, hyper diversifiées. Il y a des formes différentes, des roches différentes, des couleurs différentes. C'est trop beau, franchement, on est subjugués. Waouh, Alexandre, t'es subjuguée ? c'est super joli. Elle est subjuguée. Je suis trop subjuguée. Yes, je vous l'avais dit. La Cappadoce est connue pour ses montgolfières qui s'élèvent dans le ciel au petit matin. On a pensé à le faire, mais on y a finalement renoncé, d'abord pour le prix, parce que c'est de l'ordre de 200 € par tête de pipe, pour 1 heure en l'air, et parce que voir les montgolfières d'en bas est une expérience tout aussi impressionnante. On a donc dû se tirer du lit assez tôt pour aller voir ça. Bon, petit réveil à 5h du matin. On est bien, on n'est pas du tout fatigué. Je suis explosée. Mais on a un objectif de zinzin qui est D'aller voir les montgolfières sur le décoller. Voilà, le décollage des montgolfières. Donc là, on est en route. Petit réveil en Cappadoce, accompagné des montgolfières. Ça, c'est marrant, celle-là, elle arrive à tourner sur elle-même. C'était une superbe expérience, c'était magique, toutes ces montgolfières dans ce décor, ça valait vraiment un réveil aussi matinal. Petit appel à la prière qui résonne dans la vallée, au-dessus de Guerem. C'est incroyable, le soleil se couche, les lumières de la ville s'allument. C'est trop beau. Et si nous sommes venus en Cappadoce à ce moment précis du voyage, c'était pour pouvoir y fêter l'anniversaire d'Alexandre. On s'est fait plaisir et on s'est pris un super hôtel dans une ville un peu excentrée en recherchant quelque chose plutôt d'authentique. Pour 3 nuits, on a dormi dans une chambre creusée dans la roche, une expérience vraiment étonnante. Les propriétaires étaient adorables, ils nous ont fait visiter toutes les autres chambres de l'hôtel. Mais surtout, quand ils ont appris que c'était l'anniversaire d'Alexandre le lendemain, ils lui ont préparé un énorme gâteau d'anniversaire et on a passé la soirée ensemble. İki doğdun Alex. İki doğdun Alex. İki doğdun Alex. İki doğdun Alex. Incredible. The Queen Yes, Here? yes, yes. The Queen, the She's, Queen. below the candle. Ah, il faut que tu... Oui. Attends. Que je souffle. Oui. You want what you want. You know? Oui, il faut que tu fasses un vœu. C'est bon, quand tu veux. Wouhou!
Thank you. Oh, trop chou. Happy anytime. Thank you. C'est super beau. Et on a fini la soirée par fêter le tout au rythme du djembé. 3, 4, 1. Voilà, ça, c'était nos quelques jours dans les Cappadoces. Je suis ravie d'y être allée à ce moment de l'année, il faisait beau et la région n'était pas assaillie de trop de touristes. On a fait des randonnées exceptionnelles et on a profité d'une douceur de vivre. Et le dernier soir, on a carrément dormi dans la voiture, dans une vallée au sud de la Cappadoce. Je peux vous dire que si vous avez un matelas et que vous n'êtes pas trop grande, bah c'est très confortable de dormir dans une Clio. Et le lendemain, on a ramené la voiture à Ankara après l'avoir nettoyée. C'est Alexandre qui était au volant pendant les 4 jours, moi je le sentais pas du tout. Rouler en Turquie, c'est quand même une sacrée expérience. Les gens roulent très vite, ne respectent pas les limitations de vitesse, limitations qui sont d'ailleurs souvent compliquées à comprendre car quasiment pas de panneau, et qui changent parfois sans crier gare. Les gens n'utilisent pas du tout leur clignotant correctement. Un clignotant mis n'indique pas forcément que la voiture va tourner, et pas de clignotant ne signifie pas forcément que la voiture ne va pas tourner. Résultat des courses, c'est une conduite à l'instinct, où il faut être vigilant en permanence et bien regarder les autres usagers de la route. Le pire, c'est en ville où c'est vraiment la jungle, tu peux te faire dépasser à gauche comme à droite, et il faut réussir à s'imposer pour passer. Toute une affaire. On s'est fait klaxonner quelques fois, mais dans l'ensemble, on s'en est bien tiré. Et on a pu expérimenter les stations essence, où un employé vient faire le plein pour toi. Franchement, c'est un luxe très appréciable. Après quelques jours dans la nature, nous revoilà en ville. On saute dans un train pour découvrir une nouvelle ville, Konya. Wow. Donc là, on regarde la télé turque, on est tombé sur des mecs huilés dans l'herbe en train d'essayer de se faire tomber. Et Alex, tu dis que c'est un sport... Je me demande même si ça s'appelle pas de la lutte turque ou un truc comme ça. Et voilà, ça fait effectivement très gay. C'est hyper gay. C'est très gay. Des hommes torse nu, huilés, qui se tripotent. Qui sont là à se frotter l'un contre l'autre, ouais, ça fait très gay quand même. Konya est l'une des plus vieilles cités habitées du monde, un berceau de civilisation. En s'y baladant, on le ressent pas trop, car tout semble assez neuf, seules les mosquées très anciennes en sont les vestiges. Et surtout, Konya a une grande importance religieuse et culturelle, notamment parce que c'est la capitale des derviches tourneurs. Les derviches tourneurs sont les membres de l'ordre des soufis, fondés au XIIIe siècle à Konya, par la figure mystique de Jalal ad-Din Rumi, aussi appelé Mevlana Rumi. Le soufisme est une branche ésotérique de l'islam, un courant mystique qui met l'accent sur l'amour divin, la purification intérieure et l'union avec Dieu à travers la prière, la musique et la poésie. Du soufisme est surtout connue leur danse rituelle, appelée le selma. C'est un rituel spirituel codifié, au cours duquel les derviches vont notamment tourner sur eux-mêmes pendant de longues minutes, accompagnés de musique, vêtus de longues robes blanches qui tournoient autour d'eux et coiffés de grands chapeaux. Alors si je vous en parle autant, c'est parce qu'avec Alexandre, on a eu la chance d'assister à cette cérémonie et c'était vraiment une expérience inoubliable. Il y a un centre à Konya où il est possible tous les soirs d'assister au Selma et donc on a sauté sur l'occasion. La cérémonie est très codifiée, une alternance de prière et de musique. Les derviches vont à 4 reprises tournoyer sur eux-mêmes jusqu'à atteindre un état de transe où ils sont apparemment en communion avec Dieu. Et le tout se termine avec la récitation d'une prière du Coran pour la paix dans le monde.
repartent ensuite en silence. C'était vraiment beau à voir. Je suis tellement contente d'avoir pu découvrir ça. C'est un moment qui m'a laissé une forte impression. Le lieu, l'odeur, la musique, la tenue des derviches, tout cela était vraiment très beau. Si ça vous intrigue et que vous voulez en apprendre plus sur le soufisme, je vous conseille la lecture de Soufi mon amour, un roman de Elif Shafak, une écrivaine turque. Son roman évoque les débuts du soufisme au XIIIe siècle, avec en parallèle une histoire d'amour qui se tisse au XXIe siècle. En rentrant de la cérémonie, nous sommes tombés sur des rues bondées et des voitures qui klaxonnaient dans tous les sens. L'équipe de foot qu'ils supportaient avait gagné et c'est toute la ville qui était en liesse. À Konya, nous avons également visité l'endroit où le fondateur du mouvement soufi, Mevlana Rumi, a été enterré. Et on a aussi goûté une spécialité culinaire de la ville, le etli ekmek. C'est une sorte de pizza très fine et très longue, parsemée de viande et d'herbes. C'était vraiment délicieux. Ok, tentative d'enregistrement numéro 2, on a enregistré tout à l'heure, mais il n'y avait plus de batterie, donc le truc s'est coupé, on parlait dans le vide. Pour rien du tout. On faisait un petit récap du coup de Konya. Donc Konya, ville très religieuse. On nous avait prévenu que c'était très religieux, qu'il y avait, qu'on risquait peut-être de se faire un peu regarder de travers, etc. Franchement, on n'a pas du tout ressenti ça. Alors peut-être aussi parce que c'était le week-end et qu'il faisait beau, etc. Mais on n'a pas du tout ressenti ça. Je sais pas si c'est ça. Non, franchement, c'était normal quoi. Enfin, ouais. Je sais pas. Ouais. C'était pas différent. J'ai pas trouvé que c'était la pire ville, tu vois, pour le coup. Et avec un style architectural bien à lui. Et donc oui, t'avais lu que c'était aussi une ville jeune. Ouais. C'était très conservateur, mais en comparaison, il y avait beaucoup de jeunes qui vivaient là. Et du coup, que ça rendait un peu la ville moderne. Ouais. Et en parlant de jeunes, on a vu aussi beaucoup de familles. Ouais. Énormément d'enfants dans la rue qui jouaient partout. Chose qu'on ne voyait pas du tout dans les autres villes, quoi. Ouais. Vraiment pas. Des bébés aussi, etc. Pas mal. Et on a vu beaucoup de vélos. Et ça, c'est la première ville où je vois autant de vélos, des parkings à vélo, des gens à vélo partout. Et on s'est dit que c'était peut-être parce que les rues étaient quand même assez larges. Ouais. C'est plat. Et ça s'y prête vachement bien au vélo. Et voilà, on était étonnés de... vraiment, il y avait quand même pas mal de vélos, quoi. Oui. On a visité pas mal de mosquées, du coup, vu que c'est très religieux. Ouais, le tourisme ici est principalement religieux. Voilà. Donc, une belle expérience ici. Tout à fait. Contente d'avoir fait cet arrêt-là. Et donc là, c'est parti. Maintenant, on va passer sur un mode un peu plus vacances. Et on est parti pour rejoindre la mer Méditerranée. C'est parti pour Antalya. Donc, on attend le bus avec notre petite chai. Et voilà, ça va être bien. Quelques heures de bus plus tard, nous voici donc à Antalya. J'avais déjà fait la côte lycienne avant qu'Alexandre me rejoigne sur mon voyage et j'ai trouvé ça tellement sympa que je me suis dit que ça serait vraiment chouette d'y retourner avec elle. C'est donc au bord de la mer que nous avons passé nos derniers jours en Turquie, en commençant par Antalya où nous avons été accueillis en kitesurfing par Zeynal. Hello! Thank you so much! How are you? Welcome to Antalya. Teşekkürler. Rica ederim. Türkçe tamam olmuş. Türkçe bilmiyorum. A little bit. Alors Zeynal ne parlait pas anglais et pourtant nous avons passé 2 jours merveilleux avec lui. Nous avons beaucoup utilisé Google Traduction pour échanger, ce qui a très bien fonctionné. Zeynal était hyper intéressant et aussi très accueillant. Heureux hasard, il se trouve que le soir même de notre arrivée prenaient place les célébrations pour la journée de commémoration d'Atatürk de la jeunesse et des sports. C'est une fête nationale dont la date célèbre le début de la guerre d'indépendance turque. Bon, j'ai trouvé ça assez surprenant de célébrer le début d'une guerre plutôt que son aboutissement, mais bon. On s'est joint au grand défilé à travers Antalya, défilé pendant lequel les gens portaient des torches avec le portrait d'Atatürk. Donc, où qu'on posait le regard, on voyait Atatürk partout. On a les petits parapentes à moteur qui nous passent au-dessus de la tête. Ouais. Les gens sont contents.
Cette fête n'est pas aussi anodine qu'elle pourrait paraître. Comme vous le savez maintenant si vous avez bien suivi les précédents épisodes, le parti au pouvoir n'aime pas Atatürk, notamment parce qu'il prônait la laïcité. Célébrer Atatürk et mettre sa tête partout, c'est aussi une façon de s'élever contre le parti au pouvoir. Et d'ailleurs, avant que le cortège ne s'élance, on a assisté à une manifestation d'étudiants. Une fois le cortège parti, on s'est glissé dans la foule pour vivre ça avec eux. La soirée s'est terminée sur un concert de rap par le rappeur Şeza, très connu en Turquie. Le reste de notre séjour à Antalya a été très sympathique. Zeynal a été un hôte exceptionnel. Petit déjeuner pantagruélique le matin, il nous a emmenés à droite à gauche dans sa vieille voiture qui me rappelait la Honda de ma grand-mère. Pas de ceinture de sécurité à l'arrière. D'ailleurs, à de très nombreuses reprises, j'ai pu faire un constat assez amusant. Ils ont souvent les ceintures déjà attachées avant même de rentrer dans la voiture. Ils s'assoient donc dessus et quand ils passent dans un endroit où potentiellement ils peuvent se faire contrôler, hop, ils passent la ceinture par-dessus la tête et c'est bon, ils l'ont le long du torse. Alors ça, c'est plein de chauves-souris. On est dans l'odeur du caca là, c'est pas dingue. C'est bien que vous l'ayez pas. Comme il faisait chaud, on a passé notre après-midi à se prélasser sur des chaises longues au bord d'une mer turquoise et à les faire trempette de temps en temps. Elle est là sur son transat, tranquille, à la plage. Payant mais qu'on n'a pas payé. Parce qu'on est des gros rats. Parce qu'on est des gros rats. On a payé pour nous. Et donc la voilà qui est là sur son transat, en dessous de son petit parasol jaune. Vraiment un lieu paradisiaque, qu'on se le dise. Un lieu paradisiaque. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit ? J'ai dit, la vie est bien faite quand même. Et donc après j'ai dit, pourquoi la vie est-elle bien faite ? C'est vrai, mais explique donc moi. Je sais plus ce que j'ai dit. Je sais plus exactement ce que Elle a dit, comme terme. t'as dit, il y a des gens qui travaillent. Oui, il y a des gens. Et il y a nous. Elle a dit, il y a des gens qui travaillent, petite pause, et il y a nous, qui sommes là tranquillement au paradis en train de rien branler, pendant qu'effectivement la plupart des gens travaillent. Voilà. Et donc, conclusion, la vie... J'étais en train de devenir une personne infâme. Elle devient une personne infâme. C'est complètement vrai. Chaise longue fait partie des mots français que les Turcs ont repris. Même prononciation, mais écriture différente. En fait, en turc, il y a plein de mots français dont ils ont simplement adapté l'orthographe. Chaise longue, par exemple, mais aussi coiffeur, télévision, menu, automobile, textile. La liste est vraiment longue. Et dernier détail sur leur langue que je trouve assez amusant, c'est qu'il n'y a pas de distinction il-elle. Résultat des courses, quand ils parlent anglais, ils emploient l'un ou l'autre sans faire trop de différence, ce qui m'a valu quelques incompréhensions au début. Antalya est une très jolie ville de bord de mer, j'étais ravie d'y retourner. Nous avons ensuite continué le long de la côte lycienne, nous arrêtant 2 jours à Kaş. Pour pimenter le tout, on a décidé de faire les 3 heures de route qui nous séparaient de notre objectif en stop. Le stop, c'était une première pour Alexandre. Et alors ton expérience en stop, t'en as pensé quoi ? Non mais bien, tranquille. Moi je me fais pas chier en fait parce que vu qu'Alice elle fait tout. C'est-à-dire qu'elle cherche les gens, elle leur parle. Et même dans la voiture, elle leur parle aussi. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, à chaque voiture, on y est quand même allé. Tu sais, je trouve ça cool de pas se dire, ah bon bah non, j'ai pas la voiture qui va directement au bon endroit, tant pis. Ouais. J'attends une voiture après, genre là on avance. Même si c'est pour faire des petits pas, faut qu'on débloque. Faut qu'on débloque des kilomètres, faut débloquer. Alors Alice, faut qu'on débloque, mais monter dans une bagnole où il y a déjà 4 mecs dedans, c'était pas forcément la bonne strat. Ouais, c'est vrai. Il y avait mieux, je pense. Surtout qu'ils se sont arrêtés juste après pour faire des courses. Donc... Non mais on a attendu là qu'ils fassent des courses, ils cherchaient une perceuse. Ah non, un peu chelou quoi. Non mais c'est ça, c'est les expériences, non, c'est l'aventure. Mais ça va, au final ils étaient super gentils. Ils étaient sympas. Ouais, je sais pas si c'est le mieux de monter avec eux. Mais non mais toi tu monterais avec n'importe qui. Le mec qui pourrait avoir un masque et un couteau dans la main, tu monterais quand même.
Tu es folle. Je coupe ça là, ça s'est très bien passé et au bout de 4 véhicules différents, on est arrivé à bon port. Notre dernière voiture était vraiment la meilleure, un petit couple trop mignon qui nous a déposés pile devant notre hôtel et en prime, le conducteur a poussé la chansonnette pour nous. À Cache, on s'est fait plaisir en prenant un appart-hôtel avec une vue fabuleuse. Bon, le prix de la vue, c'était que l'appartement était un peu en hauteur, donc ça tirait bien sur les jambes pour y retourner le soir, mais le jeu en valait clairement la chandelle. On a donc coulé une vie assez douce là-bas. Petit grillon de port de randonnée. Randonnée vraiment incroyable. On s'est trouvé un petit spot de qualité avec Alexandre. On est dans un camping. C'était gratuit, en fait la partie plage avec chaise longue est gratuite, donc on s'est empressé d'y aller. Et là, c'est incroyable, la couleur de l'eau, magnifique. On chill, on prend du soleil, on kiffe. Après Cache, on reprend le stop pour aller à Fétillé, au bout de la côte lycienne. Et voilà. Yes. Thank you so much, thank you, you're the best. Teşekkürler, güle güle. Hop. Incroyable, oui. On est presque arrivé et là on s'est fait un petit autostop en camtar. Les routiers ils sont tellement cool, franchement c'est zinzin. Vraiment les meilleurs. Ils sont tellement gentils. Ça a été tellement bien installé. Ah, toi t'as ronflé. Moi j'ai fait un petit roupillon. J'ai dormi longtemps. Aïe aïe aïe. 3 heures? Non, je rigole. Non, une dizaine de minutes. C'est dans cette ville que nous avons fait notre dernier couchsurfing de la Turquie et d'ailleurs notre dernier couchsurfing tout court, accueilli par Sinan. Un accueil plutôt chouette, car le premier soir, il nous a emmenés au bord d'une piscine pour se baigner et boire des bières, plutôt sympa. Alors la ville de Fétillé est en fait très moche, mais on y a fait 2 choses plutôt cool. Premièrement, dîner avec Monique et Manu, des connaissances de ma part qui sont dans le milieu du parapente et qui venaient justement à Fétillé pour animer un stage de réparation de voiles de parapente. On a passé une chouette soirée. C'est hyper impressionnant. Bonjour, je m'appelle Monique et je suis funky. Alors rassurez-vous, Alice va très bien. Elle est vivante. Elle va toujours très bien. Oui. Elle mange bien. Elle a toujours le même sourire et toujours le même appétit. Et deuxièmement, on a fait un trip en bateau à la journée pour explorer les environs. Bon, c'est clairement un promène touriste, mais c'était vraiment une belle journée. Le repas du midi était compris et on s'est régalé. Alors on continue à remonter la rue pour rentrer là où on dort. Et voilà, je sais pas qu'on tombe sur un autre mariage. Je pense que c'était même le 3e mariage. Oui, 3e mariage. Il y en avait un en intérieur. C'est lunaire. C'est vraiment lunaire. On est dimanche soir. Très fort. Après Fétillé, nous avons découvert la ville de Marmaris, dernière ville que nous avons fait en Turquie avant de mettre les voiles pour un nouveau pays. Alors, petit update, nous venons d'arriver à Marmaris. Et à nouveau, on a fait il y avait 130 km à faire en stop. C'était peut-être le plus facile qu'on ait fait. On a un petit peu attendu au début pour se faire prendre par une voiture. Et ensuite, on s'est fait prendre par un camtar qui nous a vraiment régalé, il nous a fait quasiment tout le trajet. Et le mec, il était tellement gentil. Merci Moussa quoi. Ouais, vraiment Moussa le boss. Incroyable. Il nous a invités à déjeuner, il nous a offert le café, il nous a offert le vin. Il a sorti du vin de son frigo. Donc là, il était 10h30 du matin, on était là à s'envoyer un petit verre de vin. Et surtout, il nous a offert des petites statuettes de chat. Ah oui, non, sur le stop, petit détail quand même, c'est que donc là, on s'est fait prendre par le camion et ensuite par des Australiens qui nous ont déposés devant l'hôtel hyper gentils, nous ont fait la dernière demi-heure. Et en fait, ces 2 gars, ils ont essayé de faire du stop dans le nord de la Turquie, alors sous Istanbul, par le nord-ouest. Et ils ont dit, on a essayé, on a tellement galéré. Ils ont mis 4 heures avant de se faire prendre en stop. Ouais, et du coup, ils nous ont dit, du coup, vous avez galéré pour trouver des stops. Et on était en mode, le pire qu'on ait fait, on a dû attendre 45 minutes. Et là, vraiment, ils étaient en mode, quoi? Mais c'est trop bien. La gueule déconfit. Ouais, vraiment. Dans les rues, on a ensuite retrouvé par hasard l'un des Australiens qui nous avait pris en stop. I'm from Australia. I love Australia. I'm in fucking Turkey, and I'm fucking doing shit and crazy shit in Turkey. I love you, French women. I love you guys.
Have fun. See you again. Lovely to see you Have again. fun and You have fun. take care. Yes. Goodbye. Putain, il est quelle heure? Il est 17h, le mec il sent l'alcool. Ouais, il sent l'alcool, ça l'a niqué les têtes carrément. Oh my god. Bref, ça vous donne un bon aperçu de ce que viennent faire les gens ici. Après tout ce que j'ai vu en Turquie, toutes les villes, toutes les rencontres, toute l'histoire et la culture, ça m'a fait un choc de découvrir ce type d'endroit et dire que c'est ça que beaucoup de personnes connaissent de ce pays. Et voilà, très jolie petite ville, mais alors extrêmement touristique. Énormément de touristes. C'est la première fois en Turquie que quand je marche comme ça, on s'est fait alpaguer à chaque restaurant devant lequel on est passé. Donc c'est vraiment pas très agréable. Et Marmaris est une destination hyper prisée des touristes anglais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ligne d'avion qui arrive juste à côté. On les reconnaît facilement et ils sont tous pleins de coups de soleil. Et gros. C'est vrai. Après Marmaris, une grande traversée en bus nous attendait. Un premier bus de nuit pour remonter toute la côte jusqu'à la ville de Keşan sur le continent européen et pas du tout loin de la frontière grecque. Puis un deuxième bus pour traverser la frontière et aller en Grèce. Notre dernière ville turque aura donc été Marmaris. C'est donc sur cette ville, au bord d'une mer turquoise, que notre aventure turque s'est terminée. En cumulé, j'aurais quand même passé près de 2 mois en Turquie. J'ai traversé de nombreuses villes, bu un nombre de tchai incalculable, fait de magnifiques rencontres, appris plein de choses sur l'histoire et la culture. Encore une fois, je me sens tellement privilégiée d'avoir pu vivre ça, d'avoir un passeport qui me permette de voyager avec autant de simplicité. J'ai rencontré tellement de personnes qui rêveraient de pouvoir faire ça. On vient de visiter un petit temple dans la roche, tout à fait sympathique, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous partager une news d'exception. Alice est tellement heureuse. Je suis trop contente parce que là ce matin... Depuis ce matin. Oui. Ce matin, on a planifié un petit peu la suite de notre voyage. Et en fait, on avait notamment envie de faire du... Je m'arrête là, je vous raconterai ces aventures magiques dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez appris des choses et que ça vous donnera envie de voyager bas carbone, de faire du stop ou de devenir derviche tourneur, qui sait. Comme d'habitude, on termine avec le challenge auditif. Le concept est simple, je vous mets un son et vous devez me dire par message de quoi il s'agit. La dernière fois, le son était le suivant. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé, il s'agissait du son d'une machine à laver. En voyage, pouvoir laver ses affaires n'est pas aussi simple que chez soi, il faut s'organiser. Et c'est un autre avantage du couchsurfing. Jusque-là, j'ai pu systématiquement laver mes affaires chez les gens qui m'hébergeaient. Très pratique. Votre nouveau challenge auditif, si vous l'acceptez, est le suivant. Yeah. Voilà, j'attends vos réponses par message. Je vous embrasse très fort, merci pour votre soutien et n'hésitez pas à partager le podcast ou m'envoyer un message, ça me fait vraiment plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Gros bisous tout le monde et je vous laisse sur ce tube international. Ciao.